Chiconi FM en week-end. Merci, Monsieur le Président Larcher. J'entends un discours vraiment d'un sage et je retiendrai de votre intervention cette citation que je reprends. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je pense que nous, les élus de Mayotte actuellement, nous avons beaucoup à apprendre de cette citation. Merci, la parole est... Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président des intercos, Mesdames et messieurs les présidents des intercommunalités d'outre-mer, Mesdames et messieurs les maires, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs en vos diverses qualités, en vos divers grades, chers amis. Je tiens d'abord à m'excuser pour vous avoir faussé compagnie involontairement hier, mais c'était pour mieux vous retrouver encore aujourd'hui. Très important pour notre département, pour la collectivité de Mayotte, moment à l'occasion de vous accueillir, vous toutes et vous tous, honorables invités, qui avez fait tout ce déplacement pour venir jusqu'ici à Mayotte. Vraiment, merci, merci du fond du cœur d'avoir fait tout ce parcours jusqu'à nous. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de cette semaine, et ici spécialement la commune de Tingoni et la municipalité de Tingoni. On est toujours excellemment accueillis à Tingoni. Et aujourd'hui encore, vous ne nous faites pas mentir. Merci, merci encore. L'intercommunalité à Mayotte est un véritable défi. Et je pèse mes mots. Un véritable défi qui intervient en plein choc institutionnel, parce que nous n'avons pas encore fini de digérer notre choc institutionnel que nous subissons, que en tout cas nous connaissons depuis maintenant 15 ans à 10 ans. Et c'est à cette occasion que nous faisons connaissance de l'organisation intercommunale. En effet, vous le savez, Mayotte n'a pas encore digéré sa phase, son processus de décentralisation débuté en 2004 pour le département et en 2008 pour les communes. À ce jour, ce processus de décentralisation n'est pas terminé. Mayotte est en train de digérer, de poursuivre le processus de sa départementalisation, puisque encore des choses sont à accomplir, à telle enseigne que la Chambre régionale de la Cour des comptes en 2016 a concocté un rapport très critique pour déplorer la façon dont cette départementalisation a été préparée. Eh bien, aujourd'hui encore, nous en subissons les conséquences et c'est le moment dont profite le conseil départemental pour mettre en place l'étage institutionnel. Parce qu'effectivement, ici à Mayotte, nous continuons à nous poser énormément de questions sur notre évolution institutionnelle. Donc vous le voyez, surtout vous, chers invités, nous sommes des bébés en matière d'intercommunalité, en tout cas selon la nouvelle organisation, notamment issue des derniers textes applicables, notamment la loi NOTRe. Et je le dis en toute modestie, mais du fond du cœur, nous avons énormément à apprendre de vous, de vos expériences, et nous avons énormément à apprendre des travaux qui seront issus de cette semaine. L'importance des travaux durant cette semaine est doublée d'une autre importance, d'autres travaux à venir, les travaux des assises de l'outre-mer. Je crois qu'il nous faut prendre la chose au sérieux
qu'on apprécie ou pas ces assises. C'est vrai qu'il y a eu des travaux de ce genre, mais comme nous devons nous y coller, je pense que nous devons profiter de cette occasion. Le président Larcher a dit « la balle est dans notre camp ». Eh bien, mettons à profit ces assises qui ont débuté et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année pour faire connaître nos réalités. Donc, je tenais à souligner ces deux événements, l'actuel, dont les conclusions nous seront très utiles ici à Mayotte, et les assises qui vont se dérouler, qui sont en train de se dérouler et qui vont se terminer à la fin de l'année. Voilà, nous avons commencé avec du retard, donc je vais terminer ici mon propos introductif, non sans vous avoir encore une fois remercié, et aussi en vous donnant l'information suivante, c'est que dans le cadre de mes nouvelles fonctions au Sénat, je vais présider une délégation intitulée « La présence du Sénat dans les territoires ». Ça sera à moi, avec l'équipe administrative, de déterminer ce qu'on va mettre dans ce contenu, mais cette délégation aura à réfléchir sur l'impact de la loi de non-cumul des mandats. Aujourd'hui, désormais, on doit choisir entre un mandat exécutif local et la fonction de parlementaire. Eh bien, cela n'est pas sans conséquence, et j'aurai l'honneur de présider une délégation qui va réfléchir sur cette circonstance et faire des propositions. Vous l'avez compris, je vous invite à travailler ensemble, à réfléchir ensemble pour trouver des solutions qui vont participer au bien-être, au développement de nos territoires et de nos intercommunalités. Merci de votre attention. Effectivement, nous allons faire l'exercice des assises comme on nous l'impose, mais je tiens juste à rappeler effectivement qu'après les États généraux des Outre-mer, Mayotte 2025, maintenant les assises des Outre-mer, on aimerait bien que les solutions soient trouvées au lieu de nous faire tous les jours des documents, mais bon, c'est un avis personnel. Nous allons maintenant passer à la thématique qui nous réunit ce matin, à savoir l'habitat en Outre-mer, la problématique de l'insalubrité. Avant de donner la parole à notre première intervenante, parce qu'il y en a 4 ce matin au lieu de 5, donc le premier concernant le constat dans les Outre-mer a été annulé, donc on aura 4 interventions qui vont suivre. Juste faire un petit état des lieux de la situation de cette thématique à Mayotte. Le logement constitue effectivement une priorité à Mayotte, où les problèmes de pénurie et de précarité et d'insalubrité de l'habitat se posent avec acuité. La politique de l'habitat social menée pendant près de 30 ans à Mayotte a permis à une grande partie de la population d'accéder à des meilleures conditions de logement, notamment par le remplacement de l'habitat traditionnel par un habitat dur. Cette politique a toutefois atteint ses limites, ce qui a conduit à sa refonte à partir de l'année 2005. De nombreux obstacles restent encore à lever pour répondre aux défis du logement à Mayotte, notamment constituer et aménager des réserves foncières. C'est vraiment la grosse problématique que l'île rencontre actuellement. Je disais tout à l'heure, j'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure en disant, en préparation de la mise en place de la départementalisation à Mayotte, il a été mis en place une commission, la fameuse CREC, la commission de révision de l'état civil, ce qui nous a permis un gros chantier qui a permis effectivement de donner aux Mahorais des noms et prénoms, un principe préalable à l'accession à ce nouveau statut. Actuellement, effectivement, la question de la régularisation foncière reste en entier et il serait effectivement pertinent à ce qu'une commission pareille soit mise en place
Et il va falloir, monsieur le sénateur, messieurs les élus de ce territoire, qu'on puisse se pencher sur cette question, proposer à ce qu'une commission ad hoc soit rapidement mise en place pour résoudre cette question foncière. Sinon, on ne pourra pas avancer cette île, parce qu'il y a effectivement cette question qui nous réunit ce matin sur le logement social, mais il y a aussi la question de la fiscalité locale. Donc nous savons que... Juste pour dire que cette commission ad hoc existe dans la loi égalité réelle, et il reste juste le décret d'application pour poursuivre et terminer la régularisation foncière. Effectivement qu'on avance, parce que c'est un vrai souci pour développer cette politique à Mayotte. Donc résoudre le problème de la régularisation et de la sécurisation foncière, mais aussi à résoudre le problème du financement des nouveaux produits sociaux afin de relancer rapidement la production massive de logements sociaux à Mayotte. En tout état de cause, la mise en place d'une véritable politique foncière de long terme constitue un enjeu majeur pour créer les conditions permettant de répondre à la demande de logement à Mayotte. Après ce rapide état des lieux sur la situation du territoire, donc, nous allons avoir 4 intervenants qui vont passer. Donc, la première, Madame Marie-Laure Finera-Hort, qui est présidente de la CACL, qui est donc la communauté d'agglomération Centre Littoral. Voilà, il doit donc passer sur la thématique PLHI, PCLHI, PLH, PLHI, plan local d'habitat indigne. Ensuite, on aura l'intervention de M. Ahmed Ali Mondoa, qui est donc directeur de la CIM, Mathieu, directrice de l'USOM. Elle viendra nous expliciter ce mot. Enfin, l'intervention de M. Adrien Raja, qui est directeur de l'ingénierie foncière au sein de l'établissement foncier de Mayotte. Madame Marie-Laure Finera-Hort, la parole est à vous. La 3CO, cher Madame le maire, cher Monsieur le Président de l'Interco, chers élus, Mesdames, Messieurs, la problématique de l'habitat indigne et insalubre est une réalité dans beaucoup de nos territoires. D'ailleurs, hier, Monsieur le Président du Conseil départemental a évoqué ce sujet en disant que la Guyane et Mayotte se ressemblaient, en tout cas avaient des similitudes. Donc c'est le cas en Guyane, et notamment à la communauté d'agglomération que je préside. Et c'est un phénomène qui s'amplifie depuis 25 ans déjà. C'est une question qu'il faut traiter avec méthode, car l'évolution de cette problématique de l'insalubrité, en partie corrélée avec l'habitat spontané, crée toutes sortes de désordres pour le fonctionnement quotidien de la collectivité publique, que cela soit par exemple la distribution de l'eau potable, de l'assainissement et de la gestion des déchets. Après avoir brossé le contexte de l'habitat indigne, les réponses encore insuffisantes des pouvoirs publics, je vais me concentrer à titre d'illustration sur le parti pris choisi par la CACL pour favoriser sur le long terme une intervention permettant la systématisation du traitement de l'habitat indigne. Je vous propose donc d'évoquer la question de l'élaboration du programme local d'habitat et du plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne. Quelle méthodologie adopter pour le territoire de la CACL? Le contexte de l'habitat indigne sur la CACL. Il y a un potentiel de 6 000 logements à traiter. L'habitat indigne recouvre des réalités diverses. Selon la dernière étude du repérage initié par la DEAL en 2014, 49 sites sont recensés comme potentiellement insalubres, couvrant un total d'environ 8 700 logements sur le territoire intercommunal. Et à l'échelle de la Guyane, les logements insalubres se concentrent prioritairement sur l'agglo, dans les villes de Cayenne et Matoury, y regroupant à elles seules 55% des logements potentiellement insalubres du territoire. Cela représente environ 6 000 logements. Chiconi FM en week-end. Parmi les 8 700 logements potentiellement insalubres, 16% constituent des bidonvilles, 24% sont des maisons dures avec une qualité de construction permettant une réhabilitation et 59% relèvent d'un mix d'habitat en dur et d'habitat précaire.
Autre caractéristique, l'enjeu de l'habitat indigne ne recouvre que partiellement le phénomène d'urbanisation spontanée. Parce qu'il faut que vous le sachiez, la Guyane est comme Mayotte, nous sommes soumis à des flux migratoires et donc nous avons de nombreuses personnes qui viennent d'ailleurs et donc qui construisent des habitations spontanées. L'urbanisation spontanée concerne plus de 18 000 constructions sur le territoire de la CACL. Et celle-ci est liée à divers facteurs, une offre insuffisante de logements, parfois inadaptée aux modes d'habitat locaux, flux de personnes en situation irrégulière ne pouvant accéder au marché de logements formels, revendications foncières. Force est de constater que l'habitat spontané répond de manière souvent efficace aux besoins en logement de la population. 41% du bâti sur les communes du centre littoral est illicite, mais seulement 22% du bâti illicite serait en zone insalubre. Vous voyez, il faut bien écouter, il faut bien suivre les chiffres. Et de même, seul 12% du bâti illégal se trouverait en zone à risque inconstructible. L'enjeu ne reste pas. Les réponses sont encore insuffisantes au regard des enjeux. Pourquoi? Principalement parce que les pouvoirs publics, État, collectivités territoriales de Guyane et blocs communal restent encore tributaires d'une logique de rattrapage et non d'anticipation. En ce sens, l'existence d'un pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne peu actif et l'absence de plan départemental de lutte contre l'habitat indigne souligne des réponses encore en deçà des enjeux. D'autres facteurs handicapent également le traitement de l'habitat indigne, une capacité budgétaire limitée au regard des tendances affichées par la LBU au cours des dernières années. 5 millions d'euros sont consacrés par an en moyenne aux opérations de lutte contre l'habitat, contre un besoin estimé à 11 millions en 2016 pour la réalisation des opérations de RHI. Le bilan des opérations de RHI apparaît quant à lui mitigé en raison des délais d'exécution anormalement longs, dus à des temps d'articulation trop importants entre les phases pré-opérationnelles et opérationnelles. Toutefois, l'intervention des pouvoirs publics se structure sur d'autres points, touchant parfois indirectement les questions d'habitat indigne. On peut citer la mise en place, en septembre 2016, d'un pôle de lutte contre les constructions illicites par la préfecture de la Guyane, en lien avec les services de l'État, l'établissement public foncier, les communes, EDF. La structuration d'un office foncier solidaire par l'EFPA de Guyane et la Caisse des dépôts et consignations devant être opérationnelle début 2018, visant à faciliter la production de logements abordables et ceci sur du long terme. Une récente opération à Cayenne de construction de 101 logements transitoires qui permettront le relogement provisoire des habitants pour la résorption de plusieurs sites d'habitat indigne. Une meilleure prise en compte de l'urbanisation spontanée se traduisant par quelques opérations expérimentales telles que l'autoconstruction encadrée mise en place dans l'ouest guyanais sous le pilotage de la DEAL et l'autoréhabilitation accompagnée en cours d'étude par la ville de Cayenne sur le secteur du village chinois. Aujourd'hui, après décision de son conseil, le parti pris de la CACL, c'est de favoriser une intervention permettant systématiquement la systématisation du traitement de l'habitat indigne. Le premier PLH de la CACL a été adopté pour la période 2011-2017. Le bilan de ce premier PLH est mitigé, notamment face à l'objectif de sortie d'une logique de réparation par RHI, afin que ces opérations ne constituent plus une filière d'aménagement, mais bien un outil pour traiter les situations exceptionnelles. Ce bilan peut aussi s'expliquer par le nécessaire temps d'appropriation de la compétence habitat par l'agglo dans un environnement où l'État, communes et bailleurs conservent très souvent le leadership naturel. La volonté de l'agglo d'investir davantage cette thématique prend place dans un contexte particulier, nécessitant de sa part un effort de mise à jour vis-à-vis de la législation, mais aussi une réelle réflexion stratégique en matière d'habitat sur les prochaines décennies. Tout d'abord, les lois ALUR, égalité et citoyenneté, renforcent ainsi le pilotage de la politique de peuplement par les intercommunalités, et ensuite parce que la mise en place d'une opération d'intérêt national, l'OIN, dont les périmètres concernent l'ensemble des communes de la CACL, qui nécessite du bloc communal, qui soit force de proposition dans le cadre des opérations envisagées. Nous avons donc décidé d'adapter l'élaboration du PILHI aux contraintes locales.
Du point de vue réglementaire, des attendus d'un PILI sont les suivants. Un repérage exhaustif des différentes formes d'habitat indigne et informel présentes sur le territoire des différentes communes de l'agglomération, la définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l'habitat indigne et informel, l'affichage des priorités d'action pour la durée du programme et des moyens techniques, humains et financiers à mettre en œuvre, ainsi que la programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour traiter les urgences repérées. Au regard de notre contexte local, il a semblé que la méthodologie nécessite de déployer des outils supplémentaires, la phase de repérage ne pouvant s'appuyer sur les outils classiquement déployés en France métropolitaine. Ainsi, en l'absence de plan départemental de lutte contre l'habitat indigne ou de base de données issues de fichiers fiscaux, les services de l'ADEAL réalisent un repérage aérien des zones d'habitat potentiellement insalubres qui servira de base au diagnostic du PILI de la CACL. L'articulation entre les deux études permettra notamment d'affiner les données collectées. Un enjeu se pose toutefois sur le degré d'exhaustivité des données dans le cadre du PILI. En effet, face à une population parfois très mobile dans les zones d'habitat indigne, les données peuvent se révéler rapidement caduques si un délai trop important intervient au moment du passage en phase opérationnelle. L'enjeu du PILI pour la CACL est, in fine, de parvenir à un passage rapide en phase opérationnelle en parvenant à systématiser les modes d'intervention. En ce sens, la CACL accompagne l'élaboration du PILI par une réflexion sur la mise en place d'un outil d'intervention ad hoc. Pour cela, l'élaboration sera accompagnée d'une étude de faisabilité autour de la mise en place d'une société publique locale pour le traitement de l'habitat indigne. Les objectifs d'une telle structure permettront de disposer d'une structure ad hoc visant le traitement opérationnel de l'habitat indigne avec un budget dédié, mettre en œuvre la résorption de l'habitat indigne spontané par une structure neutre au regard des tensions engendrées par l'habitat illicite et sans traitement, parce que je pense que vous regardez les journaux télévisés, vous voyez bien que la Guyane est confrontée à des problématiques par rapport justement à ces personnes en situation irrégulière et qui construisent n'importe où ils veulent. Et donc c'est vrai que ces personnes-là bougent beaucoup. Et donc il nous faut favoriser un modèle d'autoconstruction, réhabilitation durable en lien avec la compétence du développement économique de la CACL, en structurant, valorisant les filières d'éco-construction, filière bois, développement de procédés innovants. Et le schéma intercommunal pour le développement économique de la CACL prévoit notamment dans son axe 2 de positionner la CACL en tant que leader matériaux et éco-construction du plateau des Guyanes. Mesdames, Messieurs les élus, je pense qu'après avoir entendu mon exposé, vous vous rendez compte que nous avons effectivement des similitudes entre Mayotte et la Guyane. Peut-être moins au niveau des Antilles, mais la Guyane, avec ses frontières côté Suriname et côté Brésil, nous avons du mal. En tout cas, le gouvernement, l'État a du mal à réguler les immigrations et ça veut dire qu'il y a de nombreuses immigrations clandestines que nous ne pouvons réguler. Et bien sûr, je suis le maire de Cayenne et je peux vous en parler parce que ces personnes choisissent particulièrement la ville de Cayenne parce que Cayenne est une ville administrative, donc ils préfèrent construire, occuper un terrain privé pour y vivre et puis surtout établir leur démarche, demande d'asile, carte de séjour, etc. Donc vous voyez que Mayotte et la Guyane, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs, on connaît les mêmes problématiques et je crois que, comme le rappelait le président Larcher, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir réfléchir, en tout cas pour trouver une solution, pour peut-être pas réguler, parce que c'est pas de notre compétence, mais en tout cas profiter des assises, comme l'a dit tout à l'heure Madame le maire, profiter pas pour faire des constats, mais proposer des solutions. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. De la situation de Guyane. Je retiendrai de votre intervention 3 choses. Effectivement, Mayotte a des similitudes avec la Guyane de l'immigration irrégulière, effectivement, qui impacte
le développement des politiques publiques sur ces deux territoires et la problématique effectivement de l'habitat spontané qui pose énormément de problèmes à ces deux territoires. Une grande différence, notamment, il ne faut pas oublier que Mayotte, alors que la Guyane, c'est un continent, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais vous imaginez cette grosse différence à absorber l'arrivée massive de beaucoup de problèmes ici. Guyane, la préfecture a créé un pôle de lutte contre les constructions illicites. Je pense qu'on devrait avoir la même chose ici. Ça veut dire que l'État a pris conscience de cette problématique là-bas. Il serait temps qu'il prenne conscience aussi de cette problématique ici en créant cette instance pour s'atteler à cela. Deuxième intervention, donc monsieur Ahmed-Ali Monroha, donc directeur de la Société immobilière de Mayotte, qui va donc nous faire sa présentation, j'avais compris, de son siège, ou finalement il vient? Voilà, il vient vous voir, nous voir. Merci, monsieur le directeur. La parole est à vous. N'attendez pas un discours. Je vais faire défiler quelques slides et les commenter. Éventuellement, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vais vous parler de la CIM. La CIM, en fait, quand on parle de la CIM à Mayotte, c'est l'histoire du logement qui est intimement liée à la CIM. Il s'agit d'une société créée à la fin des années 70, en 1977. D'ailleurs, nous fêtons nos 40 ans cette année. Et la société, à l'origine, a été créée, je vais vous passer quelques grandes étapes au préalable, a été créée pour faire du logement pour les fonctionnaires qui arrivaient de la métropole à ce moment-là. Une année après, en 1978, la CIM a été réorientée, enfin, en plus de sa mission de construction de logements pour les fonctionnaires, a piloté le programme de l'habitat social. Donc, à ce moment-là, à l'époque, on parlait de la fameuse CASSIM. Cette CASSIM a été le principal produit en termes d'habitat à Mayotte pendant une trentaine d'années. En 30 ans, la CIM a construit 18 000 logements, enfin près de 18 000. À une époque, les études avaient montré que ça représentait la moitié des habitants en dur de Mayotte. Vous savez, avant la fameuse CASSIM, ici, l'habitat, en tout cas le plus répandu, c'était des logements en torchis. Donc c'était un grand pas en matière d'évolution dans l'habitat. Ensuite, dans les années 92, la société a évolué sur le plan juridique. Elle est passée de société d'État à une société d'économie mixte telle que vous la connaissez, telle que vous connaissez ce type de société dans les autres territoires également. Donc avec une entrée dans le capital de collectivités locales, notamment le département, la ville de Mamoudzou, le SMIAM. Elle a continué son bonhomme de chemin et vers les années 2002-2003, il y a eu une grave crise financière avec la fameuse histoire de la Moussada. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais résultat des courses, le programme de construction avait été stoppé parce que la survie de la société en dépendait. Ça en est suivi donc une période de redressement qui a duré 4-5 ans jusqu'à vers les années 2007-2008 où nous avons repris la production. Entre-temps, en 2006, la fameuse CASSIM a été arrêtée et un nouveau produit est apparu, le fameux programme LAS. Il s'agit toujours de l'accession sociale, logement évolutif social. Chez nous, on l'a baptisé dès le départ LATS. C'est à peu près le même produit, à peu près les mêmes mécanismes de financement. Parce qu'il faut savoir que la CASSIM, telle que je l'ai écrit à l'époque, c'était simple. 90% du coût était financé par l'État et 10% c'était un apport de la famille. Le LATS, c'est un autre mécanisme un peu plus complexe ou qui demande un montage financier où la famille fait un emprunt bancaire via une structure qui s'appelle Mayotte Habitat, elle-même filiale de Réunion Habitat, qui est une émanation du fameux 1% logement.
2009, c'est une date importante parce que c'est à partir de cette période que la CIM, je dirais, a commencé à entrer dans l'ère moderne du logement social, le fameux locatif social que vous connaissez tous dans les autres territoires. Avant 2009, ça n'existait pas ici. D'abord, pour des raisons de financement, la Caisse des dépôts, pour des raisons juridiques, ne pouvait pas intervenir sur le territoire. C'est à compter de cette période qu'il y a eu des modifications au niveau du CCH, le code de la construction et de l'habitation. Merci madame. Et enfin, en 2011, donc les premiers programmes ont commencé en 2009-2010 et nous avons pu mettre en service les premiers locatifs sociaux en 2011. Et depuis, nous progressons dans ce domaine. Aujourd'hui, le plus gros de notre programmation, c'est du locatif social. Entre-temps, il y a eu une période 2013-2014 très compliquée parce qu'on a reconnu une petite crise financière, mais qui est en train de se résoudre. Enfin, du moins, je croise les doigts. L'actionnariat de la CIM. J'ai choisi de vous montrer juste ce petit slide. Ça, c'est la situation actuelle, mais qui est amenée à évoluer dans les jours, voire semaines à venir. Parce que comme vous le savez, la SNI, la Société nationale immobilière, va remplacer l'État dans l'actionnariat d'un certain nombre de ce qu'on appelle les SIDOM, Sociétés d'outre-mer, où l'État est actionnaire. Par exemple, à Martinique, il s'agit de la CIMAR, en Guyane, la CIMCO et la SIGI, à La Réunion, nos voisins, la SIDR, et à Mayotte, la CIM. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, la SNI, ce n'est qu'une filiale à 100% de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts qui elle-même a un bras financier de l'État. Donc ça va changer les choses dans le sens où la SNI, c'est quand même un mastodon au niveau du logement social parce qu'à l'échelle nationale, c'est tout simplement le premier bailleur avec 350 000 logements. En rachetant ces SIDOM, les SIDOM devenant filiales à SNI, ça va, parce que les SIDOM dans leur ensemble, c'est à peu près 70 000 logements. Donc vous voyez bien l'expansion en quelque sorte. Ensuite, je vais vous passer quelques slides pour vous parler un peu de la production de logements à la CIM de 2006. Pourquoi 2006? Parce que c'est l'année où on a commencé le nouveau produit LAS et l'ATS. Et l'année où on a commencé à préparer la reprise de notre production. Parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, entre 2002 et 2003, suite à la crise, il y a eu une période de redressement et tout avait été stoppé. Donc aucun logement n'est sorti de terre sur cette période. 2006, nous avons commencé à préparer toute la partie ingénierie financière parce que comme vous savez, le logement social ne se finance pas comme n'importe quel logement, mais il y a toute une ingénierie financière derrière avec le banquier qui a l'exclusivité sur ce produit, c'est-à-dire la Caisse des dépôts. Donc voilà les chiffres de 2006 à 2017. À ce jour, en une dizaine d'années, nous avons pu livrer à 373 logements. Pour ceux qui viennent des autres territoires, c'est rien du tout en termes de volume, mais il faut se mettre encore une fois dans le contexte de Mayotte. Ce matin, je crois, avant de venir ici, vous deviez passer vers Vaïbé. Vous avez bien vu, quelques gamins ont bloqué la route et ça a chamboulé le programme. On s'est pris 2 à 3 heures de temps de retard. Ça, c'est Mayotte. Mayotte, quand on programme une opération qui doit durer 12 mois, il faut croiser les doigts, quoi. Croiser les doigts. Moi, j'ai des programmes livrés dans les 373 logements qui ont mis 4 ans. C'est la faute à personne, hein, les grèves, le ciment qui manque, des fois même l'eau manque. Nous sommes sur un territoire très particulier et donc il faut s'adapter à tout ça. Donc 373 logements, c'est certes pas beaucoup en 10 ans, mais nous sommes partis aujourd'hui sur une programmation, du moins dans les 5 ans à venir, d'en moyenne de 300 logements par an. Donc là, en ce moment, malgré les difficultés, nous avons quand même une dizaine d'opérations en cours pour un total de près de 300 logements. Une vingtaine d'opérations en études maîtrise d'œuvre, faisabilité, etc. Mais un millier de logements programmés. Et là, je vous parle de 2 opérations avec quand même une visibilité assez certaine. Il manquerait juste à monter les programmes de financement parce qu'on a des périodes de financement qui sont annuelles
Et donc là, par exemple, pour les 300 logements de 2017, les financements sont partis avec des OS donc prévus en 2018, ainsi de suite. Donc on a aujourd'hui une visibilité assez claire d'ici 2022. 300 logements par an par rapport à quasiment à horizon 2022, on va pouvoir presque doubler notre parc. Donc ça, c'est pas rien. Comparé à d'autres territoires, 1800 logements, c'est les tout petits SEM ailleurs, mais encore une fois, plaçons-nous dans le contexte de Mayotte. Et enfin, le fameux programme ELATES dont je parlais tout à l'heure, on a à peu près aux environs de 400 logements qui ont été engagés depuis 2006, mais à peine 157 livrés pour des raisons de régularisation foncière, comme l'avait évoqué Madame le maire. Donc ça serait trop long de rentrer dans le détail, mais nous avons énormément de problèmes de régularisation foncière à Mayotte, qui fait que juridiquement on ne peut pas livrer ces logements, même si une grande partie est déjà construite, parce que les financements ne peuvent pas être mobilisés sans le foncier maîtrisé. Les banquiers, ils ne peuvent tout simplement pas débloquer certains financements. Ensuite, juste un petit tableau pour vous montrer ce que nous avons aujourd'hui en service en termes de locatif social. Nous avons que 236 logements en service, c'est pas grand-chose, mais encore une fois, c'est parce que le locatif social n'a commencé à Mayotte que depuis 6 ans, en 2011, les premières livraisons. Avant ça, ça n'existait pas à Mayotte, c'était que de l'accession. Donc les chiffres sont là, mais bon, c'est des chiffres qui vont changer d'ici une année parce que tout ce qu'on a en construction, normalement, des opérations, les 300 logements dont je parlais tout à l'heure, ils seront livrés d'ici décembre 2018 et ce chiffre devrait doubler à horizon 1 an à peu près. Comme vous voyez, je disais que notre parc total, c'est un peu plus de 1800 logements. Mais dans ces 1800 logements, il y a beaucoup de logements intermédiaires et libres, ces fameux logements qu'on construisait depuis l'époque pour les fonctionnaires. Le locatif social. Le locatif social, c'est un peu ce que je viens de raconter. La programmation aujourd'hui moyenne, ce qui représente quand même un investissement de l'ordre de 60 millions d'euros par an. C'est pas rien par rapport au marché du BTP local. C'est quand même intéressant. Bon, il n'y a pas que la CIM, il y a d'autres choses qui se font, mais c'est quand même pas rien. Libre intermédiaire, nous n'avons pas complètement arrêté de le faire, mais c'est vrai, notre activité est plutôt orientée aujourd'hui vers le locatif social. Donc dans certaines zones tendues où il y a de la demande, notamment dans le Grand Mamoudzou, nous continuons à programmer du locatif intermédiaire parce qu'il y a toujours des fonctionnaires à loger, mais qui ne sont pas éligibles. On doit répondre à un certain nombre de critères sociaux justement. Donc nous continuons quand même à programmer un peu de logements intermédiaires, de l'ordre de 50 logements par an, 10 millions d'euros à peu près d'investissement annuel. Un tableau juste pour vous montrer un peu ce qui s'est fait au niveau du LATS depuis une dizaine d'années. Le produit n'est pas abandonné. Maintenant, il ne se finance pas comme on finançait la CASIM, c'est un peu plus complexe. Et quand vous couplez ça avec la problématique de régularisation foncière, ça fait des choses un peu bizarres où on a des 400 logements engagés, à peine 157 livrés en 10 ans, c'est pas normal. Mais encore une fois, pour comprendre ce genre de chiffres, il faut juste se mettre sur le contexte mahorais. Quelques mots sur le foncier de la CIM. La CIM, pendant ses 40 ans d'existence, elle a fait pas mal de réserves foncières. Donc nous disposons de réserves foncières importantes, en tout cas à l'échelle de Mayotte. Vous voyez les chiffres, 160 hectares au total. 100 hectares à peu près de constructibles par rapport au PLU existant dans les différentes communes. Cependant, beaucoup de ce foncier n'est pas aménagé, ce qui ne règle pas forcément le problème de disponibilité pour pouvoir construire dessus. Mais enfin, nous avons quelques poches où nous arrivons quand même à faire des opérations sur notre foncier propre. L'arrivée de l'EPFA est de nature à régler un certain nombre de problèmes dans ce sens, parce que nous, notre matière première, vous l'aurez compris, c'est le foncier aménagé. Tout à l'heure, on verra que nous avons un petit département aménagement, justement, qui sert à alimenter la partie construction. L'aménagement, justement. L'aménagement, la CIM, depuis 25 ans à peu près, un peu plus de 25 ans,
dispose de ce petit département d'aménagement et nous travaillons beaucoup avec les collectivités locales, bien entendu, sur des opérations de RHI, on en a parlé ici, des opérations de lotissement, et très récemment, nous avons commencé à faire des opérations de ZAC. Là aussi, les autres territoires, la ZAC, c'est quelque chose de maintenant de courant, mais à Mayotte, c'est tout nouveau. Quand je dis tout nouveau, on a aujourd'hui en tout et pour tout qu'une seule opération de ZAC en activité, enfin vivante. Et c'est quand même une opération intéressante en termes de production de logements, parce que sur une douzaine d'hectares, nous avons à peu près 500 logements programmés. Mais nous sommes en train d'étudier avec certaines des collectivités locales d'autres opérations qui devraient voir le jour dans les années à venir. Ensuite, en termes d'aménagement, quelques chiffres sur notamment les RHI. Sur les 20 dernières années, effectivement, la CIM a eu à piloter un mandat avec certaines collectivités, une quinzaine d'opérations. Vous voyez les chiffres qui sont là en termes de programmation. La dame disait tout à l'heure sur les problématiques rencontrées en Guyane, sur l'habitat informel, etc. Mais c'est pareil ici. Beaucoup de choses se font. On a du mal à caler les problèmes fonciers. Les lotissements ESAC, quelques lotissements qui ont été faits ces dernières années. Et notamment cette opération de ZAC qui est une première à Mayotte, la ZAC du Soleil Levant, et comme vous voyez, qui représente aujourd'hui la moitié de ce que nous avons fait en termes de lotissement et ZAC. L'avantage des ZAC, comme vous le savez, pour ceux qui viennent des autres territoires, c'est qu'avec la ZAC, on arrive à produire en volume du logement, parce que le mode d'aménager, c'est un peu plus compliqué. Quelques mots sur les difficultés que nous rencontrons, et ça reste, je pense, du classique pour ceux qui sont du métier expliqué ici. La régularisation foncière très laborieuse à Mayotte, Madame le maire en a parlé longuement. Et un autre phénomène qu'on connaît ici, c'est les procédures de transfert de foncier entre le département et les collectivités. Beaucoup de foncier à Mayotte appartient au département. Et cette régularisation, en fait, une commune qui veut faire une opération au préalable, il faut ce transfert, en tout cas sur le plan juridique, et c'est très très long. Là aussi, c'est un domaine un peu politique, et je n'ai pas les réponses. Ce que je sais, c'est que ça nous pénalise, nous, opérateurs. Mais je laisserai les politiques peut-être apporter des réponses. Et ensuite, il y a aussi un problème de capacité de relogement. Vous savez, quand on doit lancer des opérations, des fois, on a à déplacer des populations, à les reloger. Et malheureusement, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, nous n'avons pas beaucoup de logements locatifs, notamment, pour pouvoir reloger ces familles, etc. Des fois, on a affaire, dans certaines opérations, les familles sont obligées de se débrouiller tout seules. Et enfin, à l'occupation de certains sites par ces fameux clandestins, comme on dit, une population en situation irrégulière en tout cas, et bon, comme vous savez, souvent ils n'ont pas d'identité juridique ou d'identité, et je partage l'avis de madame que sur ce point de vue, Mayotte et Guyane, c'est... Merci. D'accord. Bon, une petite pause. C'est la concurrence. Messieurs les sénateurs, pardon de vous oublier, surtout qu'on travaille beaucoup avec vous. Alors d'abord, je voudrais vous remercier de me recevoir à Mayotte, terre de résilience par excellence. C'est mon côté très optimiste, mais on parle beaucoup des difficultés de Mayotte à émerger, à prendre effectivement le chemin de l'expansion souhaitée. On oublie de dire que Mayotte est en train d'ingurgiter en 10 ans ce que la République a construit en 5 républiques, et il est bon de le rappeler. Donc voilà, je voulais insister sur ce point. Je suis là pour essayer de vous dresser un petit tableau de ce qui se fait en politique de logement social. Alors avant cela, je voudrais vous présenter mon instance. Je vous demande 2 minutes en regardant la vidéo, et puis je vous parlerai un petit peu plus de cette instance. Voilà.
merci. Donc voilà, c'était la petite... Et donc, j'en avais un peu marre d'entendre dire que les Outre-mer coûtaient cher. Donc j'ai voulu expliquer par cette vidéo de communication que les Outre-mer, c'est d'abord une richesse, et je voulais démontrer le rapport à l'Hexagone, à la France nationale. Alors, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que l'UCHOM. Donc l'UCHOM, c'est l'Union sociale pour l'habitat Outre-mer. Nous sommes une fédération professionnelle qui représente tous les bailleurs sociaux des Outre-mer. Nous avons pour rôle deux missions principales qui sont un rôle de lobbying. Alors je n'aime pas beaucoup ce mot, mais il est vrai que nous faisons de la communication d'influence pour que les spécificités de nos bailleurs sociaux ultramarins soient prises en compte dans les processus législatifs. Et le deuxième rôle que nous avons consiste à ramener de la formation, de la professionnalisation dans nos réseaux, donc chez nos bailleurs en Outre-mer. Pour passer à la politique logement donc en Outre-mer, il est bon de rappeler un peu les grands principes de fonctionnement. Donc la politique logement en France est assise sur deux pieds. Nous avons les aides à la pierre d'une part et les aides au logement d'autre part. Les aides à la pierre se traduisent par la fameuse ligne budgétaire unique, mais aussi par des aides à la défiscalisation que sont les crédits d'impôt, la défisque. Les aides au logement qui font sujet d'actuation quant à elles, réparties sur 3 lignes, les APL, dont je le rappelle, les Outre-mer ne bénéficient pas, les ALS, donc les allocations de logement social, et les allocations de logement familial, qui sont effectivement, dont on bénéficie, mais qui sont moins importantes. Alors, une fois que j'ai dit ça, on comprend déjà un peu mieux le paysage du logement social en Outre-mer. Les difficultés qui sont les nôtres, ultramarins, sont surtout évidemment liées au foncier. Alors, non-disponibilité de foncier aménagé d'une part. L'insularité fait que le coût de la construction est beaucoup plus important chez nous. Ça, c'est la deuxième chose. Nous avons des risques ou un surcoût lié au sismique, aux ouragans, enfin voilà, un environnement qui est un peu plus hostile. Et alors, tout cela est cumulé avec une situation socio-économique beaucoup plus difficile que dans l'Hexagone. À savoir qu'une réhabilitation avec des loyers en sortie qui soient en adéquation avec l'environnement social. Donc, ça vous dresse déjà une image de nos difficultés. Alors, fort de ce constat, donc l'État, le gouvernement a voulu... Je vais essayer de vous donner sur chaque axe l'inscription du logement comme opération à intérêt national. Nous avons la cession gratuite du foncier de l'État à l'établissement public d'aménagement de Guyane à titre gratuit. On parle de 1700 hectares. Alors pour citer l'exemple de Mayotte, nous avons l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte qui a été créé. Nous avons... Et donc tout ça prouve bien qu'on a conscience de la difficulté du foncier et qu'on veut pousser effectivement à la production d'un foncier aménagé qui est la matière première de la production de logements sociaux. Le deuxième axe, c'est favoriser la construction neuve, alors plutôt des logements de qualité. Et pour ce faire, donc, nous avons sanctuarisé la ligne budgétaire unique. Nous avons évidemment la défisque. Alors à Mayotte, l'objectif demain, ça risque de faire peur au directeur de la CIM, c'est de construire 500 logements par an. Voilà. Donc il faudra mettre les bouchées doubles et aller chercher l'argent de la LBU. Donc nous avons une autre aide qui a été mise en place qui est celle des aides aux maires bâtisseurs. En gros, on parle de 5,7 millions d'euros. Je vous ai entendu tout à l'heure, c'est 5,7 millions d'euros. Bon, il est vrai que c'est pas avec ça qu'on va construire ou qu'on va rattraper le déficit. Entendons-nous bien, hein, on en a conscience. Après, notre objectif, c'est de pousser peu à peu en régime. D'abord parce qu'il faut aussi que nos opérateurs aient la capacité de construire. On ne parle pas seulement de capacité financière, mais de se structurer pour faire 500 logements, et monsieur le directeur pourra en témoigner, ça demande un effort en ressources humaines, en professionnalisation, etc. Et donc, quand bien même on mettrait l'argent, si on ne met pas en face les organisations nécessaires, évidemment qu'on va se retrouver devant le mur. Donc c'est pourquoi la montée doucement en régime est tout à fait légitime. Vous parliez de 400 logements en 10 ans, je pense que dans les 10 prochaines années, on construira beaucoup plus. Voilà.
Et donc, parmi les opérations qui ont été initiées par l'État pour répondre à cet axe et pour favoriser donc la construction neuve de logements, la réorganisation des SIDOM que vous avez cité tout à l'heure, effectivement, la cession des parts de l'État qui sont dans les SIDOM, dans la CIM, à la SNI qui est un opérateur national. Alors, je mets un petit bémol, évidemment, parce qu'aujourd'hui, avec l'actualité que vous connaissez, les APL, la SNI va très probablement être fragilisée, hein. Ce qui veut dire que les moyens d'investissement vont de pair. Alors nous, UCHOM, on est en train de se battre avec nos sénateurs ultramarins, avec nos élus, pour que soit pris en compte dans le projet de loi de finances 2018 notre sortie de ce dispositif, parce qu'on considère que ne bénéficiant pas du FNAL, donc du Fonds national des aides au logement, au même titre que l'Hexagone, nous considérons injuste de nous inclure dans la péréquation qui est prévue via la CG2LS. On parle d'un taux de 8%. Et donc, on veut sortir de ce dispositif et on espère avoir gain de cause. En tout cas, tous nos élus ultramarins sont mobilisés sur cette question. Alors, l'autre donc acte qui a été salvateur, il faut le dire, c'est la suppression de l'agrément préalable au crédit d'impôt. Il est vrai que ça constituait un frein dans le développement du logement social, partout d'ailleurs, hein, y compris à La Réunion, parce que les procédures n'étant pas simples, donc c'était 8 mois. Hein, donc là, on vient de gagner quand même 8 mois. S'agissant du troisième axe, c'est encourager donc la réhabilitation et l'amélioration de l'existant. Alors cela s'est traduit par le nouveau programme national de la réhabilitation urbaine qui cette fois-ci a voulu mettre en parfaite connexion le ministère de l'Outre-mer, les aides du ministère de l'Outre-mer, donc la LBU, l'ANA et l'ANRU. Cela permet d'avoir un peu plus d'efficience parce que les interventions n'étaient pas très bien coordonnées. Et bien là, on a une vision un peu plus globale et sur le parc privé et sur le parc social. Et enfin, on a l'engagement effectivement de l'État pour le confortement sismique aux Antilles parce que c'est un risque majeur. Et il y a des études qui ont prouvé effectivement qu'on avait un parc qui était très fragile et qu'il fallait d'ores et déjà penser à le renforcer. Alors pour le quatrième axe, on a la maîtrise des coûts de la construction. Je vais essayer d'aller vite sur le sujet. Effectivement, nous sommes dans une économie insulaire avec moins de concurrence, avec moins d'opérateurs, avec un coût d'approche qui est ce qu'il est. Donc forcément, ça nécessite un effort dans le domaine. D'où la création du pacte et du PRDA. Alors j'ai cru comprendre qu'avec le nouveau gouvernement, nous allons venir mettre les deux dans la même enveloppe. Il faut espérer que cela ne va pas réduire le budget, parce que jusqu'à présent, vous savez comment c'est, hein, quand on regroupe, on s'attend toujours à un petit rabotage. Jusqu'ici, le pacte prévoyait 30 millions d'euros. Le PRDA, on a moins les chiffres, mais en tout cas, on travaille sur des groupes pour construire des filières amiantes dans les Outre-mer, social à la propriété. Donc le PSLA, le PLS, le LES. À Mayotte, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait de pousser le LAS et le LATS. Ça équivaut effectivement au LES aux Antilles, par exemple. Alors on a supprimé les fameux 5% d'aide publique pour le PLS. Il y avait une obligation d'avoir 5% d'aide publique pour construire le PLS, mais le PLS étant une gamme supérieure, si je puis dire ainsi, dans le logement social. Donc là, effectivement, si je réduis en PLS, ça veut dire que je vais plus construire en LLS et LLTS, en social et très social. J'espère que je n'utilise pas trop de raccourcis et que vous arrivez à suivre. Et enfin, l'adaptation du Pinel, donc aux Outre-mer. Alors, dans l'Hexagone, on parle de 10 000 d'un plafond de 10 000 euros en gain fiscal. En Outre-mer, c'est 18 000 euros. C'est toujours ça de prix. Et nous allons arriver au sujet qui nous intéresse beaucoup, donc la lutte contre l'habitat indigne. Effectivement, on a constaté qu'en Outre-mer, aujourd'hui, on parlait de 90 000 à 100 000 logements indignes. Alors, pour donner un exemple, sur Mayotte, sur 55 000 unités, on parle de 19 000 logements qui sont insalubres. Et puis, dans 5 500 qui sont en zone à risque. Donc là, ça s'appelle doubler la précarité, quoi. Une fois que j'ai dit ça, alors j'ai envie de dire que le constat est partagé quand même partout ailleurs.
Sauf que à une différence près, c'est qu'à Mayotte, le niveau de confort des logements existants n'est pas le même qu'ailleurs. C'est-à-dire que ils ne sont pas vraiment équipés, ils ne sont pas confortables. On considère qu'il n'y a pas de confort. Et donc il y a un véritable effort effectivement à mener en la matière. Donc on parle de qui est en fait une espèce de livre de procédure d'intervention sur les quartiers insalubres. Et donc les CCAS et tous les opérateurs ont accès à ce vadémécum. Voilà. Et enfin, pour finir, engager la transition énergétique. Bon, alors là, c'est l'éco-PTZ qui est venu en plus des aides dont nous disposons, et puis l'adaptation de la RTA DOM, donc aux normes qui sont réellement applicables dans les Outre-mer. S'agissant... Alors là, je vais passer au PowerPoint, mais je vais essayer de baliser rapidement sans faire toutes les slides pour vous permettre de poser des questions éventuelles. Alors, sur le bilan, donc le bilan en 2016, à fin 2016, donc pour cette année, nous sommes encore dans l'attente des chiffres. Effectivement, donc le plan de logement outre-mer qui avait pour ambition de construire 10 000 logements annuels. Certes, il y a une augmentation, donc nous avons pris quelque chose comme 10% en production, en tout cas en mobilisation de la LBU. Il en demeure pas moins, en tout cas notre instance a pour ambition d'essayer de lever les freins à la production. Par moment, on a la ligne budgétaire unique qui est là, qui n'est pas toujours consommée entièrement, mais parce que difficulté administrative, forcément, si vous me dites qu'en autorisation d'engagement, j'ai 274 millions, mais que Bercy derrière me boucle sur les dossiers, je ne peux pas construire. Voilà, grosso modo. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un consensus, une façon de travailler, de sorte à éviter ces blocages administratifs qui, au demeurant, ont un impact sur la production de logements. Donc, on peut noter effectivement une augmentation au niveau de la construction, donc 121 millions de LBU mobilisés pour la construction neuve contre 117 millions d'euros en 2015. Il est juste bon de rappeler que autorisation d'engagement ne vaut pas crédit de paiement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler avec les pouvoirs publics parce qu'il y a l'affichage politique et il y a la réalité. Donc, le problème, c'est que les chiffres sont très difficiles à consolider. C'est-à-dire que ce que j'engage cette année va mettre à peu près 5 ans pour être... Voilà, pour passer en CP. Et donc, on n'a pas les chiffres exacts, ne mène pas une politique de logement. C'est de dire, oui, mais vous avez l'aide à la pierre, donc les subventions directes, mais nous ne l'avons pas, donc en métropole. Certes, sauf que la mesure ne se fait pas seulement au niveau de la production du logement, elle se fait également dans l'exploitation. Parce que, effectivement, en métropole, nous n'avons pas l'aide directe, où elle est très minime, elle est vraiment pas très importante. Il en demeure pas moins qu'en aide au logement, elle est beaucoup plus importante. Et moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on fasse ce comparatif-là. Je ne veux pas qu'on fasse le comparatif sur la simple production. Faisons donc le comparatif sur la vie, c'est-à-dire l'exploitation et donc les AL. Et là, on aura intégré sainement la totalité des paramètres pour pouvoir juger et comparer ce qui est comparable. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai travail à faire. On essaye, nous, au niveau de nos sénateurs, nos députés, de les sensibiliser sur la question pour qu'ils aient des arguments qui soient tangibles quand vous défendez justement des amendements pour nos bailleurs sociaux. Donc, alors, certes, il y a effectivement donc une augmentation sensible dont on se félicite tous de la production de logements. Donc on pourra se poser la question en se disant, mais alors quels sont les leviers qui ont permis cette augmentation? Alors j'en citerai 3. Moi je dis que les OLS ont quand même gagné en efficience, c'est-à-dire nos opérateurs, nos bailleurs sociaux sont très actifs. Ils sont, ils bossent leurs dossiers, ils les poussent. Ça c'est quand même un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'allègement des procédures, donc notamment la suppression de l'agrément préalable à la DEFISC. Et le troisième élément, c'est la Caisse des dépôts qui aujourd'hui déclare en tout cas mettre 950 millions d'euros dans le logement social outre-mer, ce qui est ma foi effectivement conséquent. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est peut-être ou vraisemblablement dû à cela. Enfin, j'ai envie de vous évoquer 2 points. C'est l'évolution donc législative avec la loi égalité réelle outre-mer
Et dans un deuxième temps, la loi égalité-citoyenneté. Donc la loi égalité outre-mer du 28 février 2017, on va y arriver, donc a pour le mérite effectivement d'avoir réussi à supprimer l'agrément fiscal. Le deuxième point, c'est de mettre un peu plus l'effort sur la réhabilitation des logements sociaux, parce qu'on a un taux d'obsolescence qui est plus rapide compte tenu de nos conditions climatiques. Et donc il faut pousser, grâce à des allègements fiscaux notamment, la réhabilitation du parc locatif. L'extension de la décote foncière au logement à accession, donc au LES. Ça, c'est aussi une des mesures qu'a ramené la loi égalité réelle. La suppression de l'agrément également pour le PSLA, donc, ce qui est très important parce que ça permet en même temps de faire aller le parcours résidentiel et de permettre à des gens qui sont en location de devenir propriétaires. Et enfin, l'éligibilité au crédit d'impôt du logement étudiant. Voilà. Je résume, mais je vais à l'essentiel. S'agissant de la loi égalité-citoyenneté, là, je pense que les élus, mesdames, messieurs les maires, vous ne serez pas très contents de la nouvelle, parce qu'en fait, dans les commissions d'attribution, j'estime qu'on enlève un peu effectivement un peu de pouvoir aux maires dans l'attribution des logements. Alors, la démarche est plutôt saine, puisqu'on veut attribuer au premier quartile les logements, donc à la population pauvre, la plus pauvre ou la plus contrainte financièrement des logements. Et puis après, on veut assurer la mixité sociale. Bon, ce que je pense, c'est que très sincèrement, si on faisait un constat un profilage de nos locataires, je reste convaincue que compte tenu des niveaux de revenus qui sont les nôtres en Outre-mer, moi je pense que 80% de notre population est éligible au logement social et 70% de ces 80% sont éligibles au trait social. Bon, donc je ne sais pas si on peut parler de mixité à cette échelle-là. Voilà. Donc je pense que par définition, nous respectons la loi égalité-citoyenneté. Mais voilà, le législateur a voulu effectivement mettre son nez là-dedans. Et enfin, il y a des travaux en cours qui sont en dernière page que je ne vous lirai pas. Je préfère vous parler du projet de loi de finances 2018. Donc en fait, comme vous le savez, l'État veut baisser les APL. Donc dans l'Hexagone, ces APL ne sont pas bénéficiaires. Le problème, c'est qu'il oblige par là même les bailleurs sociaux à procéder à la réduction des loyers de solidarité. Jusqu'ici, nous ne sommes toujours pas touchés, d'accord ? On parle d'une 50aine d'euros par mois par locataire. Ça représente près de 2 milliards quand même au niveau national. Sauf que le problème, c'est que le texte de loi aujourd'hui prévoit une péréquation entre les organismes de logements sociaux via la CG2LS, donc la caisse de garantie locative. Et si nous sommes dans ce dispositif, nous sommes frappés de plein fouet par la mesure, parce que nous allons perdre de nos recettes locatives et nous allons venir non pas les investir dans le parc de l'Outre-mer, mais dans le parc de l'Hexagone, ce qui pose véritablement un problème. Alors en première séance, donc à l'Assemblée, le texte, l'article 50 tel que voté aujourd'hui, on ne sort pas de la péréquation. Il y a un travail qui est mené au niveau du Sénat. On a été auditionné par le Sénat pas plus loin que la semaine dernière sur le sujet. Et donc, nous allons également porter des amendements pour sortir du dispositif, parce qu'effectivement, nous considérons qu'il faut absolument se mobiliser sur la question. Donc, j'en appelle aux sénateurs pour que vous puissiez défendre le texte. Voilà. J'ai à peu près dit tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Merci de ce plan Outre-mer. Je suis donc la gardienne du temps. Vous savez qu'on a eu quelques soucis ce matin, ce qui fait que nous avons donc du retard. Juste pour vous dire un peu ce qu'il nous reste à faire avant le déjeuner. Il nous reste une intervention, donc c'est Monsieur Adrien Raja que j'invite à venir pour se mettre sur le pupitre. Après son intervention, donc on se donne quand même le temps de quelques échanges, parce que je serai la première à être frustrée
Donc on est censé partir d'ici vers midi et demi. Après midi et demi, donc, nous ferons donc la visite des 2 sites qui ont été cités tout à l'heure par le président, à savoir le lotissement à Kombani, commune de Tingoni, là où nous sommes, et puis la deuxième visite à Koprani, à Kahani, commune de Wangani. Monsieur Raja, la parole est à vous. Merci. Messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les présidents des intercos, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, merci d'accueillir l'établissement public foncier aux intercos. On profite de cette occasion pour présenter l'établissement public foncier, ses problématiques et notamment ses problématiques en matière de maîtrise foncière. Alors, l'établissement public foncier a été institué par la loi d'actualisation du droit outre-mer le 14 octobre 2015. Et l'établissement a été donc créé le 15 mars dernier et l'équipe est au complet depuis le 1er septembre. L'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte a 3 casquettes, et à la fois EPA, SAFER et EPF. Donc en tant que EPA, l'établissement a pour mission de mener tout projet de nature à favoriser l'aménagement, le développement urbain et le développement économique du territoire, tout ça avec en ligne de mire des grands principes comme la mixité sociale, la mixité des fonctions urbaines et la protection de l'environnement. D'ailleurs, en parlant de protection de l'environnement, l'établissement est donc aussi SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Dans ce cadre, il se doit d'aider à dynamiser l'agriculture, notamment en aidant l'implantation des jeunes agriculteurs, de protéger l'environnement et de participer donc à l'économie agricole du territoire. Avec sa casquette d'EPF, d'établissement public foncier, l'IPFAM doit aider les collectivités et les autres services d'État à maîtriser leur foncier. Et dans ce cadre-là, l'EPF peut mener des acquisitions, faire du portage, de la gestion foncière pour ensuite rétrocéder ce foncier aux collectivités ou aux services d'État. Et l'EPF peut aussi être en charge des études nécessaires à la maîtrise foncière. Donc avec ces 3 casquettes, l'IPFAM fait face à une multitude de problématiques. Si on a mis cette slide, c'est surtout pour montrer la complexité de la problématique foncière, puisque on le voit, dans chaque problématique revient le foncier, dans l'aménagement, dans l'environnement, dans l'agriculture, dans l'équipement, dans le logement, dans le développement économique. Et les problématiques foncières se décomposent, comme on peut le voir, en sous-problématiques, qu'il s'agisse d'occupation, de droit de propriété, d'adaptation du droit commun, d'adaptation aux coutumes locales, à la culture locale. Et comme on le verra plus tard, il y a aussi des fortes problématiques autour des régularisations et des indivisions. Hier, le DGS du SIAM a levé la question de la maîtrise foncière dans le cadre d'installation de réseaux. À l'EPFAM, on se pose la question de la maîtrise foncière dans le cadre de projets d'aménagement tels que les projets d'aménagement sont définis à l'article 300-1 du Code de l'urbanisme. On ne veut pas se contenter d'installer uniquement des réseaux, mais avoir la maîtrise foncière dans l'optique de mener des projets d'aménagement. Donc on voit sur cette photo un manga à Bouyouni. Ici, l'utilité de la maîtrise foncière, ce ne serait pas juste d'installer des réseaux, donc, mais d'avoir un projet d'aménagement au sens large et par exemple un projet de résorption de l'habitat insalubre, puisque les programmes de RHI sont considérés comme des programmes d'aménagement. Pour faire un point sur les quelques dates clés du foncier à Mayotte, on peut retenir ces 8 dates. Déjà en 1992, il y a une mise en place d'un cadastre parcellaire. Ensuite, en 1996, il y a le Centre national pour l'aménagement des structures et des équipements agricoles qui est sollicité par l'État pour recenser le foncier, pour recenser du foncier, ses propriétaires, et pour ensuite attribuer des titres fonciers. En 2005, il y a la publicité foncière qui devient obligatoire. Depuis le décret de 91, elle n'était pas obligatoire, elle était uniquement obligatoire pour les personnes étrangères, personnes morales. Donc pour tout le reste des personnes, la publicité foncière a été facultative.
Au 31 mars 2011, Mayotte devient département, 101e département de France. Donc on s'éloigne du droit cadial et on rejoint le droit commun. En avril 2011, il y a, comme il a été mentionné tout à l'heure, la commission de révision de l'état civil qui avait été mise en place à peu près 10 ans plus tôt, qui finit ses travaux après, je crois avoir rédigé plus de 450 000 actes civils. Et ça permet donc une fiabilisation de la donnée, une actualisation du cadastre, puisque avant ça, plusieurs terrains pouvaient appartenir à la même personne mais être identifiés sur des noms différents. Au 1er janvier 2014, Mayotte devient région ultra-périphérique, ce qui permet l'accès aux subventions européennes. D'ailleurs, l'établissement public foncier et d'aménagement est actuellement en discussion avec l'Agence française de développement et la DAF pour préfinancer les porteurs de projets dans le cadre du FEADER. Ensuite, on a la promulgation de la loi d'égalité des Outre-mer qui instaure la CUF, la commission d'urgence foncière. On y reviendra plus tard. Et ensuite, le 15 mars dernier, donc, a été mis en place l'établissement public foncier. L'une des premières communes à avoir sollicité l'établissement public foncier à Mayotte, c'est la commune de Chiconi, et qui va nous être utile pour montrer la complexité de la maîtrise foncière. En rouge sur la carte, on peut voir les différents quartiers de la zone principale de Chiconi, et entouré en blanc, on peut voir les 3 principaux titres de propriété de Chiconi. En fait, donc la zone principale de Chiconi s'étend sur 4 titres. Au nord, un premier titre foncier c'est une indivision de à peu près 3000 indivisaires c'est une estimation, ils ne sont pas du tout tous identifiés. Donc elle s'étend sur 63 hectares. Au sud, il y a la plus grande en termes de superficie, la plus grande indivision qui fait 82 hectares et qui contient à peu près 1000 indivisaires. Et le cercle à l'intérieur de celui-ci, c'est un foncier qui appartient à la commune, où il y a des occupations, où il y a des occupations et la mairie aimerait éventuellement faire des régularisations. Et le dernier titre qui s'étend sur 2 hectares appartient au département, il s'étale à peu près du stade, c'est à l'intersection à peu près des 3 cercles, du stade à la mairie. Donc on comprend la mairie de Chiconi a beaucoup de fonciers, c'est fait un peu cas à part, puisque si on regarde la slide suivante, les communes à Mayotte détiennent seulement 1,4% du foncier. Le conseil départemental détient 43,5% du foncier depuis la départementalisation. Et les privés en détiennent 41%. Pour le reste, il s'agit surtout de terres coutumières. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur les 361 km² du territoire, seulement 10,9% est constructible, donc est classé en zone U ou en zone AU. Et sur ce 10,9%, un tiers appartient au conseil départemental et plus de 50% appartient à des privés. Pour en revenir à Chiconi, on comprend que tout projet d'aménagement serait difficile sur des indivisions de plus de 3000 habitants, de plus de 3000 indivisaires. Donc la régularisation foncière est notamment nécessaire pour mener des projets d'aménagement, mais aussi donc pour sécuriser la propriété immobilière, permettre à la commune de percevoir des taxes locales, taxes d'habitation et taxes foncières, et permettre aux particuliers, le cas échéant, de constituer un patrimoine. Pour avoir cette maîtrise foncière, quelques indivisaires, ce qui est simplement impossible. Donc initialement, on avait pensé avoir la maîtrise foncière du foncier sur ce type de parcelle en faisant valoir par expropriation, en consignant ensuite des sommes à la caisse de dépôt et consignation ou auprès d'un notaire. Seulement, dans une procédure d'expropriation, il y a 2 grandes phases. Il y a une phase où il faut obtenir une déclaration d'utilité publique et une autre où il faut obtenir un arrêté de cessibilité. Cet arrêté de cessibilité, il doit être notifié individuellement à chacun des administrés, ce qui est quasiment impossible parce que même s'ils avaient été tous identifiés, il faut tous soit notifié cet arrêté. Or, à Mayotte, on a des gros problèmes d'adressage, des problèmes d'analphabétisme. Et puis, ils ne seront forcément pas tous sur le territoire au moment de l'arrêté de cessibilité. Donc, étant donné tous ces constats, l'établissement public foncier d'aménagement va mener des études dès l'année prochaine. La première, ce sera donc sur une adaptation de la réglementation à la situation locale. Étant donné que dans les projets d'aménagement, il est souvent question de relogement, il y aura aussi une étude sur les modalités de relogement. Et les autres études porteront sur les capacités de charge du territoire,
On aura aussi une étude qui va bientôt être lancée, mais qu'on va vouloir étendre, de stratégie foncière. Et ensuite, une étude sur nos critères d'intervention dans le cadre de la SAFER. La question qui se pose à court et moyen terme, c'est comment maîtriser plus facilement le foncier à Mayotte. Alors, la première des solutions, c'est de prioriser nos interventions, nos aménagements en fonction de la dureté foncière, c'est-à-dire de se concentrer principalement sur un foncier assez facile à gérer, idéalement non occupé, et un foncier où les propriétaires sont identifiés. En termes de foncier facilement maîtrisable, il est important de rappeler que les femmes devraient bénéficier d'un transfert de foncier de la part de l'État dès 2018 pour une première partie et d'ici 2020 pour la seconde tranche de ce foncier. Ensuite, il y a la commission d'urgence foncière qui était donc adoptée par la loi d'égalité réelle des Outre-mer, qui est, j'espère que je ne dis pas de bêtises, une proposition du sénateur Tony. Qui avait comme objectif principal de mener des audiences foraines associant la population et d'autres personnes telles que des cadis. Certains des cadis tenaient des registres fonciers et pour ensuite délivrer des titres aux occupants. Donc actuellement les discussions se font au niveau de l'État, mais l'établissement public foncier devrait prochainement y être associé. La dernière façon de faciliter la maîtrise foncière, qui est plutôt à long terme, ce serait d'adapter la loi. Selon des constats, par exemple, si on revient à la problématique de Chiconi, l'idée, plutôt que de devoir notifier, ça prendrait un temps fou, à l'arrêté de cessibilité à plus de 3000 indivisaires, ce serait par exemple de proposer un affichage sur le site de l'aménagement, et pendant X mois, et si aucun recours il y a, alors il y aurait transfert de propriété à la commune qui pourrait mener son projet d'aménagement. Sinon, les autres pistes de réflexion pour adapter la loi peuvent notamment se baser sur des recherches qui ont été financées par l'Agence française de développement et le ministère des Affaires étrangères. En 2005, ça a débouché sur une réforme en 2005, une réforme foncière à Madagascar. Et on pourrait fortement s'en inspirer, du moins parce que... Et voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet ou sur les autres questions, je vous laisse nos coordonnées. Merci Monsieur le Directeur de cette présentation. Il est vrai que les Mahorais se posent souvent la question de savoir à quoi ça sert cet établissement. Donc je pense qu'il était nécessaire de nous apporter ces éléments de compréhension. Et puis aussi, ce qui a été dit tout à l'heure, confirmé par Monsieur le Sénateur, la mise en place, le projet de mise en place de cette fameuse commission d'urgence foncière qui est nécessaire afin d'aller de l'avant au niveau de cette politique à Mayotte. Voilà, donc nous sommes au thème de la matinée. On ne va quand même pas se priver de quelques minutes d'échange. J'apprends que les organisateurs annulent une des visites, vu le retard qu'on a pris. Donc, après les échanges, nous irons visiter donc Koprani dans la commune de Ouangani. Après tous les